Donc merci, bienvenue. J'espère que vous avez effectivement pris votre petit café, que vous avez tous un smartphone à la main, puisqu'on va parler de connexion de manière très rationnelle, c'est-à-dire la connexion dédiée à l'acte d'achat et au retail. Alors au départ, pourquoi une tribune libre? Parce que c'est une idée qui est apparue assez rapidement entre le Popeye Read et nos différents blogs. Tribune libre parce que d'abord c'est un endroit d'échange, donc encore une fois, je sais que c'est difficile dans ces conférences, mais n'hésitez pas à intervenir et à nous interrompre, ça ne sera pas impoli, bien au contraire. Alors pourquoi une tribune libre de blogueurs? Alors les blogueurs, il faut savoir que c'est effectivement, on va dire, une population un peu émergente avec les nouvelles technologies, mais nous ne sommes pas des geeks, en fait nous sommes des blogueurs parce que nous avons des centres d'intérêt, des passions, et qu'on souhaite l'exprimer et le mettre à disposition du plus grand nombre au travers de nos blogs. Donc on se présentera mutuellement, mais on a réuni, on va dire, sans grande prétention et en toute modestie, mais les 5 plus grands blogs, puisque je dois rendre hommage à Frank Rosenthal, qui est un des blogs également très référent dans le secteur, mais qui est en Chine en train de faire des store checks, donc voilà, le pauvre. Mais voilà, alors pourquoi des blogueurs? Parce que les blogueurs, c'est des gens qui sont curieux, qui sont dénicheurs, qui sont benchmarkers et qui vont aller regarder ou avoir un éclairage que vous n'avez peut-être pas forcément par rapport à une PLV, par rapport à un phénomène. Voilà, donc on essaye aussi de capitaliser sur des tendances lourdes, des tendances de fond, dans un milieu où effectivement il faut toujours être vigilant. Il y a des phénomènes qui montent et qui redescendent très vite. Par contre, il y a des grosses tendances de fond. Et là, clairement, c'est un petit peu notre rôle. Voilà. Et les blogueurs n'ont rien à vendre. Ils travaillent souvent le matin, la nuit, le soir. Ils se baladent dans les magasins avec un appareil photo, donc ils sont virés par les services sécurité. C'est un métier passionnant. Et c'est pour ça qu'on est passionné et qu'on continue. Et souvent, c'est fait en dehors de notre travail. Donc voilà, donc encore une fois, c'est un débat, donc n'hésitez pas à poser des questions. Alors pourquoi le magasin connecté? Avant de passer la parole à mes petits camarades, l'originalité et la spécificité du salon du marketing point de vente, c'est qu'en fait c'est tous les 2 ans. Et qu'avec les nouvelles technologies, on voit que 2 ans, c'est un siècle. Et donc on est passé en quelques années de la PLV à la CLV, à la MPV, et on se demande tous que pourra être le salon du marketing point de vente dans 2 ans, la prochaine session, parce qu'effectivement l'émergence de toutes ces nouvelles technologies, qui ne sont pas là simplement pour animer le point de vente ou pour faire, on va dire, de l'émotion, on reviendra dessus, mais qui correspondent vraiment à une interface qu'on doit offrir au shopper dans son parcours d'achat qui devient de plus en plus compliqué. Donc pour réunir, pour parler de ça, donc 4 blogueurs, alors ce sont des chiffres, mais c'est pour vous montrer quand même que ça a une véritable audience si on les compare avec la presse spécialisée. À nous 4 ou à nous 5 avec Franck, on doit réunir environ 40 000 visiteurs uniques mois, donc des gens qui viennent effectivement lire, voir nos débats et autres, et nous suivre notamment sur Twitter. Donc 4 blogs, je vais laisser les blogueurs se présenter. Donc Michael Durand est l'animateur, le fondateur de Connected Shop. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité à cette table ronde tout d'abord. Et donc je suis Michael Durand, je suis responsable marketing et communication d'une entreprise qui s'appelle Improvise et qui est spécialisée dans tout ce qui est interface tactile et multitouch pour les tablettes et les bornes qu'on va installer en magasin. Voilà. Et si je suis aujourd'hui, c'est surtout parce que je suis celui qui se cache derrière le blog Connected Store qu'on a créé il y a un peu plus d'1 an aujourd'hui, qui visiblement attire de plus en plus du monde et passionne. Enfin, c'est un sujet vraiment qui intéresse de plus en plus. La preuve en est aujourd'hui cette conférence et vous. Voilà, merci. Donc Michael sera vraiment l'aspect technique, mais enfin, encore une fois, c'est pas péjoratif, hein, mais ce sera surtout l'aspect technique, borne tactile, borne interconnectée en magasin. Thierry Spencer, lui, est spécialisé dans la relation client, le sens client. Thierry? Oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mon blog s'appelle sensduclient.com, je l'ai créé en 2005. Je viens de passer la barre des 300 000 visiteurs uniques. C'est beaucoup de travail chaque semaine avec des thèmes très variés, des comptes rendus d'études sur la relation client, sur le marketing client. Des interviews, à ce jour plus d'une centaine d'interviews. Je pose toujours, à la manière du questionnaire de Proust, je pose toujours la même question à des directeurs de la relation client, des directeurs généraux, à parfois même une caissière, la fameuse caissière de chez Leclerc, qui a écrit un blog Les Tribulations d'une caissière, je ne sais pas si vous le connaissez.
une rubrique applaudissements pour dire ce que je trouve de fantastique ou de notable dans la relation client, une rubrique irritant qui me vaut pas forcément de me faire des amis tous les jours, une rubrique prix des prix. Chaque année, je fais la collecte de tous les prix dans le domaine de la relation client, et Dieu sait s'il y en a de plus en plus, hein. Et puis j'attribue à la société qui ait le plus de prix, le prix des prix du sens du client. C'est un clin d'œil, vous savez que les blogueurs veulent être un peu iconoclastes, c'est ce que j'essaye de faire dans ce blog. Et puis un prix que je vais remettre la semaine prochaine qui s'appelle Miss Client, qui récompense le meilleur agent virtuel conversationnel du web français. Ça, c'est mon activité de nuit, comme Jean-Marc le disait, donc blogueur infatigable. Mon activité de jour, c'est je suis cofondateur d'une entreprise qui s'appelle testandtrust.com, qui est un site d'avis consommateurs et aussi un outil à destination des entreprises. Donc on l'a compris, Thierry sera là principalement sur la relation client et l'interface maintenant avec tout ce qui est connecté dans le magasin. Christophe Prota dirige le blog Nouveau Concept. Je co-dirige puisque nous sommes 3. Oui, pardon. Et on parlait de complémentarité dans la façon dont tu as organisé ta table ronde. Effectivement, on est chacun sur des métiers différents entre Thierry et Michael. Dans le blog Nouveau Concept, nous sommes 3. Pascal Brousse, qui travaille chez L'Oréal et qui a un cabinet de tendance sur les cosmétiques et sur toutes les tendances plus globalement sur le développement durable. Donc elle a plutôt un œil produit et un œil assez ciblé sur des tendances émergentes. Franck Rosenthal, dont tu parlais tout à l'heure et qui devait faire cette conférence et que je remplace, comme tu l'as dit, parce qu'il est parti en Chine, qui lui est plutôt un expert marketing et il a une vision assez globale et assez mondiale en fonction des voyages qu'il fait. Il assiste beaucoup de marques et d'enseignes sur leur positionnement en amont et sur la façon dont des tendances peuvent s'émerger. Et moi-même, Christophe Prota, qui suis architecte d'intérieur, qui est le fondateur d'une agence qui s'appelle CP Design, qui est plutôt spécialisée dans la conception de magasins et la façon dont on traite les médias à l'intérieur de ce magasin, qui s'appelle CP Retail, Design et Médias. On est une des rares sociétés qui mélange à la fois l'architecture et la façon dont on peut communiquer à l'intérieur de ce point de vente. Ouais. Voilà, et donc moi-même, Jean-Marc Ménien, j'anime le blog Le Furet du Retail. Voilà, j'avais envie de dire des choses. Le furet, ça veut tout dire. C'est je furette dans les magasins. J'ai un avis, j'essaye d'avoir un avis un peu futé sur tout ce qui se passe entre le magasin. Et ce qui est génial dans un magasin, c'est que non seulement c'est un endroit magique où se passe un acte d'achat, mais il y a un shopper, un consommateur, un usager, un citoyen, parce que tout ça finalement c'est la même personne, et c'est justement là où le concept évolue terriblement. Et donc j'anime le Furet du Retail, avec une grosse volonté aussi de benchmarker, parce que je pense que vous-même et tous vos clients, si vous êtes prestataire conseil, ont besoin énormément d'avoir une overview sur tout ce qui se passe dans le monde. Alors il ne faut pas forcément prendre pour argent comptant tout ce qu'on voit en Corée et autres. Je prends par exemple le cas de Tesco, on n'y reviendra pas aujourd'hui parce qu'il a été largement présenté. Mais clairement, ça se passe à Séoul et puis ça arrive à Londres et puis demain c'est à Paris. Et en fait, tout ce qui se passe dans ces phénomènes-là, c'est que ça va très 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 vite. Et comme je disais, dans 2 ans, on ne sait pas ce que sera le salon du marketing.com. Voilà, donc pas de chiffres, pas de verbatim, je vais juste commencer par deux petites pages. L'explosion des réseaux sociaux, tout le monde en parle, mais c'est quand même 22 millions maintenant de foyers français qui sont connectés à Facebook. Donc on a passé le cap du phénomène bobo, CSP+, et autres, c'est rural, c'est monsieur et madame tout le monde. L'essor de la mobilité, vous avez tous un smartphone, pour mémoire, 21 millions de smartphones début 2011 en France et 36 millions à fin 2011, donc en un an. Le rapprochement des mondes physiques et digital, vous le vivez dans votre vie de tous les jours, donc il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas dans votre façon d'acheter. Et puis la vision du commerce traditionnel qui est en train de gommer les frontières entre le virtuel et le physique. Vous prenez un Darty, un Darty.com, et maintenant les applications Darty, le shopper, lui, se sent vraiment dans un univers dans lequel il est tout à fait à l'aise, et justement c'est la clé, c'est qu'il va falloir pouvoir être présent sur tous ces créneaux. Donc le commerce connecté s'impose aujourd'hui comme le nouveau modèle. Je ne reviendrai pas sur ce qu'on disait hier avec Christophe, c'est-à-dire que oui, en 2020, le e-commerce aura disparu, le F-commerce, le M-commerce, le Z-commerce, le Y-commerce. Tout ça ne sera plus qu'un commerce global où le shopper choisira lui-même son angle d'attaque et donc il doit être connecté. Quelques chiffres très rapidement. Alors oui, avant les chiffres, rapidement la chronologie de parcours shopper. Dans les années 80, on avait des médias classiques, la télé, la boîte à lettres. On avait un magasin et finalement le trafic était assez simple, ça allait de l'un à l'autre.
Et au milieu, le shopper se promenait avec son caddie, son panier, et ça se passait relativement bien. Un bon spot 30 secondes en prime time faisait du trafic, une bonne TG en magasin bouclait les ventes. Dans les années 2000, on avait toujours les médias et le magasin. Est arrivée une première génération d'Internet, le 1.0, avec tous les freins qu'il y avait au départ, la sécurisation des paiements, etc. Mais ça a commencé vraiment à circuler. Et là, le shopper s'est effectivement retrouvé avec des doutes, des inquiétudes, mais bon, clairement, il a commencé vraiment à voir l'attrait de pouvoir, tout bêtement, par exemple, acheter depuis chez lui. Actuellement, on est à la 3e génération, on a toujours nos médias classiques, et encore une fois, tout ça ne remplacera jamais un bon spot télé, une bonne annonce presse, et il ne s'agit pas de faire la critique des médias classiques. Et puis est intervenue, effectivement, une digitalisation beaucoup plus globale. C'est-à-dire qu'il y a l'Internet, mais on est passé au 2.0, c'est-à-dire l'Internet participatif, est arrivé là au milieu, et je crois que nous tous, professionnels, on s'en est pas rendu compte, le rôle du smartphone qui finalement va être le digital qu'on va le plus utiliser. Je vous rappelle que d'ici 2013, il y aura plus de connexions via le smartphone que via le desktop sur Internet. Et tout ça a complètement, non pas perturbé la donne, mais donné une facilité au shopper pour s'y retrouver justement dans ces différents canaux, parce que finalement, il a tout à disposition dans la poche directement. Je n'exagère pas le phénomène, vous vivez dans votre vie tous les jours, je crois que vous ne pouvez pas sortir de chez vous sans avoir le téléphone dans la main. Et bien, dans un magasin, ça va devenir la réalité. Pourquoi connecter le commerce? Parce que lui-même, le shopper, devient interconnecté. Très rapidement, 25% des possesseurs de smartphones sont prêts à faire leur achat via leur mobile, plus 13% par rapport à 2010. 36% des possesseurs de smartphones aux US, c'est une étude Comscore, ont réalisé au moins une fois un achat depuis leur mobile directement dans le magasin. On y reviendra, ça veut dire que le magasin sera toujours publicité, mais ce sera peut-être plus forcément le lieu où on fera la transaction. Troisième chiffre, 39% sont prêts à utiliser les bornes connectées en magasin. Donc Michael nous en parlera. 26% des possesseurs français, donc là on fait un focus, on n'est pas aux États-Unis ou en Corée. 26% des possesseurs français de smartphones avouent l'utiliser en magasin pour se connecter à Internet, et on le voit, on googleise. C'est-à-dire ce qu'il faut retenir sur Internet dans le magasin, c'est qu'on va faire la même chose qu'avec son ordinateur à la maison. La première chose qu'on fait, c'est qu'on googleise pour comparer, pour localiser le point de vente, etc. 68% jugent important ou très important de pouvoir comparer les prix directement sur leur smartphone. C'est le critère numéro 1 qui est demandé. Regardez qui est le moins cher.com ou Intermarché. Et enfin, significatif, un peu déconnecté, mais on est connecté, c'est 1 500 000 foyers se sont laissés séduire par le drive. Je vous rappelle que pendant la même période, Carrefour a perdu 1 million de clients. 1 580 000 foyers, 71% de réachat derrière la première expérience drive. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se dit il faut que tout ça soit connecté. Et quand on parle connexion, on va discuter autour de 3 questions fondamentales. C'est quand on parle commerce connecté, et il faut bien prendre en compte que quand on dit connexion, c'est pas seulement une connexion digitale, des fils ou des Wi-Fi et autres, c'est une connexion, rester connecté avec son client, avec son consommateur, avec son shopper. C'est de la connexion physique. En quoi le commerce connecté répond à un parcours shopper qu'on appelle maintenant un parcours shopper enrichi, et lui-même de plus en plus interconnecté. Et puis du merchandising à la transaction, avec nos amis de Microsoft, on réfléchit à la décomposition de la phase d'achat, puisque finalement il faut revenir aux fondamentaux. Tout acte d'achat, il y a une phase d'information, il y a une phase d'émotion, et il y a une phase de transaction. Et on doit complètement intégrer que ces phases ne se font peut-être plus naturellement là où elles se faisaient avant, et elles peuvent être décalées dans l'espace. Donc quelle incidence sur le module magasin? Et là, bien entendu, Christophe nous en parlera largement. Donc, première question, Thierry, qu'est-ce qu'on entend, parce que finalement, c'est large, par un commerce connecté, un magasin connecté? Thierry, pardon, excuse-moi, c'est Michael. Mais dans la répétition, normalement, on est oui, dans la répétition, que nous n'avons pas grave, fait. Très bien, donc le commerce connecté, c'est un terme, il en existe d'autres, on peut parler, il y en a qui vont parler de commerce convergent ou de commerce cross-canal. Bon, en gros, ça regroupe tout ce qui est le commerce qui fait tomber les frontières qui existent entre le monde du commerce online traditionnel du magasin et celui du e-commerce. En fait, c'est quand même la capacité à offrir à ses clients une expérience qui soit globale et continue
à travers tous les canaux. Et tous les canaux et tous les terminaux. Parce qu'on va parler souvent de smartphones, de tablettes, etc. Mais, alors je vais aller assez vite, hein, je vais être assez court. Il y a quand même, c'est pas si simple que ça, parce que pour chacun des canaux, chacun des terminaux, il faut quand même respecter, il faut que ça soit continu dans l'expérience de marque, mais il faut respecter les spécificités de chaque canal. Et de là est toute la difficulté de réaliser un bon commerce connecté. Voilà, je vais laisser la parole. Thierry, dans la relation avec le point de vue du client sur le commerce connecté, moi ce que j'observe depuis un bon moment, pour avoir été directeur marketing de plusieurs enseignes de distribution, alors déjà, ce qui m'a frappé au mois de juin dernier, c'est la Fédération des entreprises de vente à distance qui déclarait qu'en 2020, ça serait la fin de l'e-commerce. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Non pas la fin de la commande en ligne, mais bien la fin du concept d'e-commerce, c'est-à-dire on aurait un commerce connecté, hein, finalement. Alors, pardon, j'anticipe un bon mot, Non. mais on a tous lu cette même étude, et cette formule est plutôt très bonne. Alors en partant du client, ce que je vois, c'est que, en rebondissant sur le parcours que vous a décrit Jean-Marc, c'est que finalement, quand on revient dans les années 80, eh bien, on était tous très heureux d'avoir des outils de CRM, des bases de données marketing, on connaissait tous nos clients. Et puis dans la distribution, eh bien, on lançait des cartes de fidélité, on savait beaucoup de choses. C'était déjà les prémices du commerce connecté, c'est-à-dire avec des données qui soient exploitables. Malheureusement, ce que je vois, c'est qu'on a amélioré la connaissance du client, mais on n'a pas forcément amélioré sa reconnaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en attente dans les points de vente d'une reconnaissance, finalement d'une utilisation des outils qui puissent connecter le client au point de vente. Et j'en veux pour preuve un certain nombre de chiffres, puisque Jean-Marc, tu nous as demandé d'apporter des chiffres. En voilà quelques-uns qui seront remis à jour le 24 avril prochain pour la Saint-Fidèle. C'est le jour que j'ai choisi pour publier une étude avec la société Init Capital Client sur la fidélité des Français. Alors, 98% des Français ont une carte de fidélité. En moyenne, ils en ont plus de 8. 46% des encartés oublient leur carte pour bénéficier d'avantages. Qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre-là? Il y a des gens qui sont déçus de ne pas pouvoir bénéficier de leurs avantages. C'est que finalement, on ne leur offre pas la possibilité d'être reconnus, d'être connectés. Vous savez, comme dans certaines boutiques où vous n'avez pas besoin de présenter votre carte, on vous demande votre nom, votre code postal et on vous reconnaît en caisse ou à l'accueil, on vous propose des services. Ce qui fait que 53% des Français ne se sentent pas privilégiés. Et puis, chose intéressante, et c'est un rebond vers ce dont on parlera juste après, c'est que 48% des Français plébiscitent le mobile, le téléphone mobile pour remplacer la carte plastique. Et je pense que les résultats qu'on présentera fin avril vont dans ce sens et même s'accroissent encore de ce point de vue. Les gens sont prêts à la dématérialisation. Et ce qui se cache derrière ça, c'est évidemment une attente forte de reconnaissance sur le point de vente. Donc le premier parcours issu des années 80, c'est-à-dire on avait déjà ces outils mais on ne les utilisait pas. Et maintenant, la phase 2, le deuxième parcours que tu décrivais, eh bien, ça arrive avec l'émergence d'Internet, l'émergence des réseaux sociaux qui font que on a une obligation quand on est distributeur à avoir un site Internet qui soit à peu près le miroir de son magasin. On disait même la vitrine. Maintenant, à la vitrine, eh bien, on peut aussi faire des achats. Et puis, avec les réseaux sociaux, c'est l'interaction, c'est le dialogue avec le client, c'est l'engagement. Et souvent, par exemple, je me fais la remarque, c'est que combien d'entre vous sont fans d'une page marque, d'une enseigne de distribution, et puis, ou alors détenteur d'une carte de fidélité, vous arrivez en point de vente, et puis vous attendez à ce qu'on vous reconnaisse comme faisant partie du groupe des fans, ou comme faisant partie des membres du club. Il y a très peu d'enseignes qui le font, sauf celles qui en ont fait un concept. Évidemment, on cite toujours Nespresso. Tous les clients sont membres du club. Il y avait aussi la Camif aussi, dont on était membre du club. Il y avait aussi la Serap aussi dans les années 90. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a cette attente. Et juste un exemple à propos de Decathlon, je suis membre du club Kalenji. C'est un formidable club qui existe en ligne, mais j'attends quand j'en vais en point de vente.
lorsque je m'adresse à un vendeur, qui me reconnaissent comme membre du club Kalenji et qui n'essayent pas forcément de me vendre tel ou tel produit, mais qui me disent ah oui, vous faites partie du club, est-ce que vous savez que autour de vous il y a d'autres personnes qui en font partie, et voici la chaussure préférée des membres du club, etc., etc. On attend une connexion, une vraie connexion depuis toujours, hein. Il y a une attente latente des clients depuis toujours. Et puis le troisième step, et ça sera peut-être une bonne transition, c'est évidemment l'Internet mobile, et qui change tout. On parlera tout à l'heure du client enrichi et forcément de l'employé enrichi et du merchandising et du point de vente enrichi. Christophe, bonne transition. Donc la relation client matérialisée dans le concept, dans le module. Alors, quand on est architecte d'intérieur, on s'intéresse surtout au magasin. Ce qui est intéressant de voir, tu le disais tout à l'heure, c'est que sur ce salon, ce qui se passait il y a 2 ans, on a l'impression que c'est le siècle dernier, et ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer dans les années à venir, c'est encore autre chose. Globalement, avant, le e-commerce s'opposait au commerce physique, au magasin. On avait l'impression qu'il y avait 2 blocs qui étaient complètement hermétiques et qui ne pouvaient pas se parler. L'intérêt pour les enseignes à cette époque-là, c'est de maîtriser l'information. C'est-à-dire qu'on rentrait dans le magasin, on allait chercher le savoir, on avait un circuit client qui était extrêmement maîtrisé, on entrait, on allait dans le rayon. Dans le meilleur des cas, on avait un écran qui diffusait une information qui était gérée par le national, avec des bornes qui servait de palliatif qu'on appelait le vendeur muet, qui était un truc incroyable, qui existe dans certains cas. Et on est vraiment dans une ère de distributeurs sur les années passées. Ce qui se passe maintenant, c'est que c'est plus le commerce qui maîtrise l'information. Quand on va en magasin, souvent les clients en sachent plus que les vendeurs parce qu'ils ont consulté ce qui se passait sur Internet, sur tel ou tel produit. Et le client, il accède où il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec son smartphone, sur des informations prises, sur des performances produits, sur l'avis des internautes, voire même avoir des applications qui lui servent à utiliser mieux son produit après son achat. Donc on est vraiment sur une ère nouvelle qui est plus celle du distributeur, mais celle du shopper, qui est le shopper qui prend en main sa destinée. Alors, et c'est lui qui crée la relation, c'est plus, on a changé un peu de sens, c'est-à-dire avant c'était la marque ou le distributeur qui créait la relation avec le client. Exactement. Alors qu'en fait, maintenant c'est le client qui crée la relation avec. Alors comment fait une enseigne pour se reconnecter avec ses clients? C'est qu'elle doit d'abord dire qui elle est de façon très forte, pour qu'elle soit un signe de reconnaissance et qu'on sache exactement ce qu'elle fait, quels sont les bénéfices et les différences qu'elle peut proposer dans ses magasins, et puis proposer vraiment un lieu de relation, un lieu de proximité, un lieu de différence qui donne vraiment envie aux clients, après avoir été sur le net, de venir dans le point de vente pour avoir une expérience forte et créer du lien et de la relation. Donc en fait, le circuit se fait un peu différemment. C'est l'enseigne qui va aller chercher à se connecter avec son client pour l'amener chez lui. Donc plus il sera simple, plus il sera surprenant, plus il sera proche, plus il sera transparent dans la façon dont il exprime son concept magasin et dont les vendeurs expriment les messages autour des produits, plus il sera efficace. Voilà, on verra quelques cas tout à l'heure avec un cas d'école qui est absolument exceptionnel. Alors on va avancer, je vais écouter mon temps d'intervention parce que du coup vous avez tout dit. Je dirais qu'effectivement, encore une fois, on le fait dans la vie de tous les jours. Moi ce qui me passionne toujours, c'est qu'on voit que les grands phénomènes ont toujours émergé par des grands acteurs. Le Minitel a été développé principalement, indépendamment du Rose, par la Redoute et la SNCF, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie finalité. Le mobile, l'achat sur mobile et maintenant le QR code pour ID TGV, c'est passé aussi par des grosses institutions comme la SNCF. Et donc clairement, toutes ces habitudes s'ancrent dans la vie de tous les jours du shopper. Et donc bien entendu, il s'attend à trouver ça aussi dans son cycle d'achat. Et clairement, là je dois rendre hommage aux distributeurs. Souvent les distributeurs, alors, le shopper va plus vite que tout le monde, hein, dès qu'on lui propose quelque chose, il l'adopte, pardon. Les distributeurs finalement vont plus vite parce qu'ils ont peut-être moins de freins par rapport à ça, une capacité d'adaptation, que les marques qui sont encore très frileuses parce que derrière il y a des implications en termes d'investissement énormes. Comment arbitrer ces moyens? C'est vraiment pas simple et on rencontre nous tous des clients qui sont un peu paniqués. Ouais, il faut que je fasse de l'appli, il faut que je fasse du web app, il faut que je sois présent sur les réseaux sociaux, c'est dangereux, c'est une communication de risque, enfin voilà. Donc clairement tout ça évolue. Alors on termine chaque question par si on devait vous montrer un cas, donc là sur cette première question de magasin connecté, et encore une fois pour bien vous montrer que c'est pas seulement de la connexion avec des fils partout et des connexions internet, c'est le cas de Best Buy. Je crois que c'est la signature que je préfère et qui est la plus caractéristique, c'est que la signature de Best Buy maintenant c'est
socialized 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça veut dire clairement que quand vous arrivez dans le magasin, vous savez que vous pouvez être en connexion avec le magasin 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, même s'il est fermé. Il y a une invitation très forte à dire parlez-nous. C'est vous qui parlez et on vous écoute. Alors, le rôle du vendeur dans la connexion va redevenir essentiel. Quand on parle avec des distributeurs qui réduisent les équipes de vendeurs, voilà, le rôle du vendeur va complètement évoluer, mais on y reviendra sur les incidences. Juste un petit point sur Best Buy, je ne sais pas si tu en parles après. C'est une des rares enseignes qui a, chaque magasin a une page Facebook, et chaque client peut raconter son expérience, raconter s'il est content, pas content, et cette page est accessible à tout le monde. Oui. C'est le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, un magasin a forcément un site internet, une page Facebook, un compte Twitter avec souvent une adresse vendeur, on y reviendra, une appli mobile. Voilà. C'est-à-dire que c'est plus l'apanage de la marque ou de l'enseigne au national, c'est l'apanage du magasin lui-même. Et donc ils ont créé If You Need Us, Tweet Us, c'est-à-dire qu'ils ont formé 2800 vendeurs à Twitter. Alors en magasin, ça s'illustre effectivement par du digital. Alors là, j'ai une petite chose à dire, et je pense que Christophe sera d'accord avec moi, et Michael, c'est qu'en fait, quand on met du digital en magasin, il ne faut pas forcément laisser le client tout seul face en one-to-one. Le coefficient accélérateur, Thierry, tu as peut-être quelque chose à dire là-dessus, d'un outil digital à partir du moment qu'il y a une présence à côté ou pas, c'est quelque chose qui doit être à disposition du vendeur pour l'aider dans son argumentation commerciale. Et c'est vraiment là. Il ne faut pas laisser le shopper tout seul face à une interactivité magasin. Vous pouvez le laisser, bien entendu, mais la vraie efficacité, c'est que ça va devenir un outil entre un vendeur et un shopper. Ouais, il y a un exemple, pardon, ça va être un irritant, il y a peut-être des représentants de l'enseigne ici, mais je suis allé dans le nouveau magasin Marks & Spencer sur les Champs-Élysées. Il y a une superbe tablette à l'entrée, elle est toute triste en fait. Elle est toute triste, il y a beaucoup de gens qui passent à côté en se disant waouh. Il y a les blogueurs qui prennent des photos, et puis de temps en temps, il y a le directeur du magasin qui fait une démonstration à ses actionnaires. Et en fait, elle est toute seule, elle est bien triste, cette borne, elle ne vit pas. Il faut quelqu'un à côté. Alors, c'est plutôt rassurant, parce qu'encore une fois, dans le magasin, il faudra toujours de l'humain. Le digital ne remplacera jamais complètement l'humain. Compte Twitter, donc en magasin. Donc, j'avais lu aussi, la SNCF est en train de faire des expériences assez pointues. Et encore une fois, la SNCF, c'est ça qui est extraordinaire. Regardez sur Dailymotion, il y a tous les films. Et ce qui est étonnant, j'ai retenu une phrase dans la démonstration SNCF qui disait finalement, on a poussé la réflexion parce que chaque fois qu'on regardait sur nos écrans les horaires des trains, on voyait que les gens se penchaient pour regarder avec nous l'écran digital. Et les vendeurs, finalement, plutôt que ce soit son ordinateur, a complètement accepté justement de passer à la tablette, parce que du coup, ce qui se faisait avec l'ordinateur, c'est-à-dire que c'est tout juste si l'usager ne faisait pas le tour du comptoir pour venir voir lui aussi quel horaire il préférait et tout, et bien là, du coup, la tablette devenait centrale dans la négociation. Et je pense que pour du personnel SNCF, qui est très respectueux de son usager et tout, c'est quand même vraiment assez significatif. 2500 vendeurs formés à Twitter, 50 000 followers Twitter, 4 600 000 fans sur la page Facebook Best Buy. Ça veut dire quoi Twitter? Ça veut dire que quand vous achetez une télé chez Twitter, le vendeur vous donne son adresse chez Best Buy, le vendeur vous donne son adresse Twitter. C'est-à-dire que vous pouvez lui envoyer un message si en rentrant à la maison, et Dieu sait si le retour au foyer devient de plus en plus important, il peut vous envoyer un message pour vous dire il me manque la notice, il me manque ceci. Et donc le vendeur, via Twitter, va rediriger son client, à qui il a vendu son écran, sur la bonne source d'information. En France, je vous invite à regarder par exemple Boulanger. Alors Twitter est au démarrage, mais ça commence vraiment. Le principal problème qu'on va rencontrer sur la relation Twitter personnalisée, c'est qu'on a des problèmes de statut de vendeur, donc des problèmes de collectif, de convention collective, même de syndicats, parce que là, il faut accepter que le vendeur devienne un ambassadeur et communique directement avec son shopper une fois qu'il est rentré chez lui, même à 8 h du soir. Donc là, ça devient un peu touchy, mais on y va vraiment directement. Je voyais PNP, par exemple, a mis en place un compte Twitter, il y a déjà, je crois, plus de 7000 followers.
Et puis pour le retour au foyer, il y a la Geek Squad. Alors là, on est aux États-Unis. Et puis pourquoi il faut vraiment penser que ça va vite, c'est que Best Buy est rentré dans le capital de Phone House. Et vous avez maintenant, les Geek Squad sont aussi en France. Elles sont aussi en France dans les magasins, comme vous le voyez ici. Et elles sont ici en France sur Twitter. Donc là, on a la panoplie complète, je pense, d'un magasin connecté. Deuxième question. En quoi le commerce connecté, alors on y a déjà un peu répondu, mais on va aller plus loin, c'est répondre à un parcours shopper enrichi et lui-même de plus en plus interconnecté. On ne se promène pas avec un ordinateur sous le bras, c'est la tablette, c'est le téléphone, c'est... Thierry, tu veux répondre? Oui. Alors, pour rebondir sur l'exemple de Geek Squad, vous savez que Geek Squad, c'est une société de services informatiques, de dépannage à domicile. Et tout à l'heure, on parlait de l'importance de valoriser la marque. Et parce que le client est de plus en plus sensible aux signes qui valorisent les positionnements. Et on voit aujourd'hui, par des initiatives diverses, et peut-être tout à l'heure, je dirais tout le mal que je pense de Facebook et Twitter, mais je fais un raccourci, mais l'important pour une enseigne est de valoriser son positionnement, ses valeurs. On voit que toutes les enseignes aujourd'hui en difficulté, c'est pas parce qu'elles ont adopté des outils ultramodernes, c'est parce qu'elles n'ont pas de positionnement. Finalement, les clients ne comprennent pas exactement ce qu'ils veulent dire. Ce que je veux dire par là, c'est que le client est de plus en plus sensible à toutes les marques, à tous les points de contact, hein, tous les touch points, comme on dit dans les bons cabinets de design magasins. Et puis évidemment, ce shopper enrichi, ce client enrichi, tel que je l'ai décrit sur mon blog dans les tendances de l'année, j'ai dit que le client sera doigt. Il sera doigt. Vous savez qu'aujourd'hui, le taux d'équipement en smartphone, c'est-à-dire en téléphone connecté à Internet, c'est entre 45 et 50%. Donc, une personne sur deux, potentiellement, peut se connecter. Alors, l'usage est peut-être inférieur, mais une personne sur deux, potentiellement, peut se connecter à Internet, toujours dans les points de vente. On est dans une espèce de réalité augmentée, dans une espèce de parcours client enrichi, un petit peu à la manière de qui veut gagner des millions. Hein. On est dans un point de vente, on peut faire appel, on peut prendre un joker, on peut prendre le 50-50, on peut demander l'avis du public et on peut lire les avis consommateurs. À propos de la SNCF et des difficultés qu'on peut avoir dans le pouvoir qui change de main, c'est qu'il y a une publicité pour SNCF Direct, qui est une excellente application sur smartphone, qui vous donne exactement le numéro du quai où va arriver votre train. Ils ont fait une publicité avec des clients qui portaient la casquette du contrôleur. Évidemment, ça n'a pas manqué à l'ordre du jour du comité d'entreprise et des syndicats qui sont saisis de la question en disant donc, le client ne peut pas avoir la casquette de l'employé, c'est pas possible. Et pourtant, c'est bien exactement ce point, c'est-à-dire qu'on enrichit le parcours du client, on lui donne les moyens de remplacer aussi des vendeurs. Et puis, dans l'influence du client, j'ai noté plusieurs chiffres. Hein. Vous savez que 8 clients sur 10 aujourd'hui ont partagé leur expérience. C'est autant de chiffres et des sources, vous les trouverez sur sensduclient.com. Un tiers du contenu à propos des marques aujourd'hui sur une recherche sur Internet est créé par les utilisateurs eux-mêmes. On appelle ça l'UGC, le User Generated Content, c'est-à-dire que les clients vont s'exprimer sur Internet. Et derrière ça, eh bien, un autre chiffre, 9 personnes sur 10 consultent les avis consommateurs sur Internet. C'est-à-dire que la matière première de l'expression du consommateur va servir à l'influence sur l'achat. Et Forrester nous disait très récemment qu'un achat sur deux offline et online était désormais influencé par une recherche sur Internet. On parlait tout à l'heure d'une recherche sur Google, mais demain, avec un téléphone connecté à Internet dans la main, on peut avoir des informations, des vidéos, des avis consommateurs, faire appel au public. Tout à l'heure, c'est ce que je disais, pour un achat plus ou moins important, avoir des informations qui sont utiles aux consommateurs. Et Christophe, je te demandais, finalement, j'ai un peu l'impression qu'on va vivre dans le magasin ce qu'on a vécu à l'extérieur du magasin. C'est pendant des années, Internet était concurrent du magasin et se passe beaucoup mieux depuis que le magasin a compris que c'était un complément de ce magasin. Et là, finalement, le vendeur doit prendre le smartphone ou la tablette qu'on lui met entre les mains un peu comme un complément et pas comme un concurrent. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer, peut-être. C'est exactement ce qu'on ressent, c'est que quand on travaille avec des enseignes, on se rend compte que plus il y a de possibilités sur le net et plus ils ont de concurrence, le client a vraiment nécessité à retrouver de la proximité sur le point de vente.
Et c'est exactement ce que tu décrivais tout à l'heure sur Best Buy, c'est que plus le magasin jouera cette proximité, et plus il y aura une relation individuelle sur le point de vente, et plus il y aura un circuit client qui sera vraiment très précis dans la nature de l'attente du client, plus le magasin sera une destination finale. Et c'est extrêmement rassurant de voir que plus on déshumanise en fait l'achat sur le net, plus on a besoin de relations extrêmement privilégiées, proches, en magasin, de manière à ce que l'achat soit beaucoup plus rassurant. Donc ça va obliger les enseignes à se positionner, à être beaucoup plus transparents, à être beaucoup plus efficaces dans leur façon de se présenter et la façon dont ils choisissent leurs produits. Et les enseignes, oui, et à la fois, on est au sein du marketing point de vente, mais il va falloir savoir investir dans le point de vente, mais aussi dans l'humain. C'est capital, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avant, le vendeur était déteneur d'informations, c'est lui qui prêchait la bonne parole. Maintenant, le client en sait beaucoup plus, donc il doit être le messager de l'enseigne. C'est même plus, on doit même plus appeler ça un vendeur, on doit appeler ça quelqu'un qui accueille, quelqu'un qui conseille. Relationnel. Voilà, exactement. Et à partir du moment où il a une attitude un petit peu suspecte sur le fait qu'il pourrait être incentivé sur tel ou tel produit, telle ou telle semaine, parce qu'il a des objectifs à faire, parce qu'au national, ils ont négocié avec telle ou telle marque, telle ou telle mise en avant. Le syndrome de la veste rouge. C'est un petit peu ça. Tu parles aux États-Unis, pas en France. Ouais. Ok, Michael, on passe tout de suite à la question d'à côté, si ça te dérange, la dernière question. Alors, s'il fallait illustrer, comme tout à l'heure, d'un seul exemple, c'est un petit film très court, la relation client, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle d'un smartphone quand on est dans le magasin, mais finalement, on a un magasin dans son smartphone. Ça, c'est un film qui est sorti à Londres, c'est un 30 secondes, édité par Tesco et qui passe en prime time, à la BBC. Quarter growth should continue at the current rate, which. Tell me that you love me. Sorry. The free Tesco grocery app lets you order from your iPhone and has a new barcode scanner so you can pop products into your online basket in one click. Oh, hang on, I'm going to order a bottle for home. Excuse me. We've run out of those too. From your scan to our van, Tesco.com. Every little helps. Voilà, on a tout dans la poche. Auchan Drive, on s'est habitué à faire ça, ou Chrono Drive sur son desktop à la maison. Et bien maintenant, je crois que tout bon client a basculé sur son smartphone. Cora, pour Oura.fr, a lancé une appli iPhone en décembre 2010, donc c'est pas récent. Il l'a lancé au départ comme point de différenciation, parce qu'il s'était aperçu qu'il y avait beaucoup de ses clientes qui avaient un iPhone. Et bien un mois et demi après, fin janvier, ils avaient 16 000 téléchargements, bon, du téléchargement à la limite, pourquoi pas, 1300 commandes à 190 € du panier moyen. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que le foyer, on va dire, client n'a pas ressaisi son caddie sur smartphone, mais il a basculé le caddie qu'il faisait sur son desktop sur son smartphone, et il passe ses ordres de commande où il modifie son caddie. On sait que 80%, on recommande toujours la même chose, dans le métro, depuis la salle d'attente du médecin ou au bureau, et maintenant c'est de l'embarquer. Donc oui, ils viennent avec un smartphone dans le magasin, mais votre magasin, il est sur son smartphone. Et là aussi, c'est un phénomène très important dans la connexion. Et je fais juste un petit, tu as présenté le cas de Séoul que tout le monde a vu dans le métro. Attention, les vitrines avec le QR code, ça n'est qu'un prétexte. Je veux dire, c'est une bonne communication, c'est génial, mais c'est un prétexte dans un métro de fort flux et tout, pour apporter un service. L'objectif n'est pas de faire ses courses avec le flashcode, mais de télécharger l'appli, parce qu'après on n'a plus besoin des vitrines et on peut directement passer sa commande chez soi. Et je vous rappelle que vous commandiez dans le métro, et ça, 3h30 après, c'était chez vous. 900 000 applications téléchargées en Corée entre avril et décembre 2011. Dernière question. Du merchandising à la transaction, quelle incidence sur le module magasin? Phase d'achat, comme je le disais, il y a une phase d'information. Là, ça c'est largement ouvert, l'information est universelle, gratuite, elle est partout. Il y a une phase émotion, et là, je reste persuadé, Christophe, que la phase émotion, quand même, ça reste majoritairement le magasin.
La phase transaction, c'est le magasin ou autre. Donc en fait, c'est ces repères-là qui sont en train de bouger. Quelle incidence sur le magasin en lui-même? Alors déjà, je voudrais préciser que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant, donc je vous ai laissé parler. Mais pour moi, la définition d'un magasin connecté n'est pas vraiment, par exemple, le cas de Best Buy, pour moi, n'est pas franchement un magasin connecté, dans le sens où la façon dont je définis un magasin connecté, c'est un magasin, vraiment le point de vente, qui met à disposition de ses clients et de ses vendeurs des dispositifs qui sont à la fois interactifs et connectés à Internet. Quand on parle de mobile, oui, c'est du commerce connecté, c'est du M-commerce, etc. Mais quand on parle d'un magasin qui offre une application mobile, pour moi, ça ne veut absolument pas dire que le magasin physique, lui, est connecté. Donc ça, c'est la première précision. C'est la nuance entre le magasin connecté et le commerce connecté. Exactement. Et c'est vrai que parfois, il y a un petit peu l'un manche sur l'autre et la frontière devient un petit peu floue entre les deux, alors que sur Connectistore, justement, j'essaie de bien maintenir cette frontière et je parle quasi exclusivement de ces magasins qui ont en leur sein tout ce qu'il faut pour que le shopper puisse se connecter à Internet sans qu'on lui dise bah, débrouillez-vous avec votre smartphone. Vous pouvez scanner des codes QR, des QR codes, etc. Et alors que bah, tout le monde n'a pas l'application, tout le monde n'a pas de smartphone, même s'il y en a de plus en plus. Donc c'est vraiment le magasin qui fait la démarche lui-même d'installer tout ce qu'il faut pour que le shopper puisse se connecter au monde du web. Pour moi, ça, c'est le magasin connecté. Et ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre un PC avec un navigateur clavier-souris. Il faut aussi que ça soit vraiment des dispositifs qui soient adaptés à l'univers magasin. Et c'est pour ça que le plus adapté, comme ça, un discours, notamment entre un vendeur et un client de magasin, c'est bien les interfaces tactiles. Voilà. Dans le cas de Best Buy tout à l'heure, sur la belle photo, on voyait que donc il y avait des vendeurs, mais c'est sur un PC. C'est absolument pas adapté un PC, une interface web traditionnelle, même si on la tactilise. Ce n'est pas adapté à un usage en magasin, tout comme eh bien, on a réadapté tout ce qui était site pour les mobiles, parce que un site internet normal n'est pas fait pour être forcément sur un mobile. On fait la même chose sur les tablettes, sauf qu'en magasin, aujourd'hui, ça commence à se faire, donc voilà, je suis assez bien placé pour le savoir. Il faut aussi adapter les outils qui sont en magasin, qui permettent de se connecter à Internet, à l'univers magasin. Et pour revenir sur la question de tout à l'heure sur laquelle je voulais aussi un petit peu intervenir, mais je vous ai laissé parler, on a beaucoup de choses à dire forcément. Oui, et il reste 4 minutes. Voilà. En fait, tout à l'heure, le shopper, pourquoi est-ce qu'on parle de commerce connecté? C'est tout d'abord parce que le consommateur, lui, il est connecté. Ça, c'est un fait. Il est connecté sur 2 critères, c'est-à-dire qu'il va se renseigner sur Internet avant d'aller faire ses achats en magasin, c'est 9 internautes sur 10 à peu près, et il est aussi connecté dans le sens branché, c'est-à-dire équipé en nouvelles technologies. Par exemple, il y a une étude qui est parue il y a presque un an, j'espère qu'il y aura une deuxième étude qui va refaire le point cette année, qui parle d'Everynote à la place d'Internaute. Et un Everynote, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va se connecter quotidiennement à Internet via plusieurs écrans différents, plusieurs dispositifs. Et il y en a de plus en plus. Et une autre étude d'IBM mondiale qui date de 2011 dit qu'ils sont 86% des shoppers à utiliser plusieurs technologies pour faire leurs achats. C'est pour ça qu'il faut dépasser. Enfin, on va pas. Voilà. Il y a un débat, hein, c'est intéressant, c'est des avis, mais c'est pour ça que le seul magasin connecté ne va pas suffire. Ah, mais moi je ne dis absolument pas, parce que pour moi vraiment je distingue le commerce connecté, voilà, qui lui englobe tout ce qui est F-commerce, M-commerce, tout ce qu'on veut, le commerce en général, ce qu'on a dit tout à l'heure, et vraiment la brique magasin, spécifique magasin, qui elle ne demande pas à ses shoppers d'être connectés eux-mêmes, enfin même s'ils le sont, mais voilà, mais leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent se connecter au monde du web. Voilà. Parce que si vous arrivez au magasin, que vous n'avez plus de batterie de votre téléphone, que vous n'avez pas téléchargé l'application, que vous n'avez pas de connexion au réseau, etc., vous êtes bien content d'avoir votre mobile, mais vous ne pouvez rien faire. Oui, il y a des bons voilà. connectés.
Déjà, à la limite, un magasin connecté peut déjà être un magasin qui propose du Wi-Fi en magasin. Déjà, c'est déjà une première étape. La base est... Je vois aussi des magasins qui commencent à dire allez sur notre site, www, etc. en magasin. Et aussi, ce qu'on a dit tout à l'heure, la place des vendeurs de l'humain. Parce que, bon, je suis très axé forcément technologie. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, la technologie seule ne vaut pas grand-chose. Et il est clair qu'il faut absolument qu'elle soit accompagnée par de l'humain, par un vendeur. C'est d'ailleurs lui qui devrait être le premier utilisateur de ces dispositifs en magasin pour valider le dispositif et donner envie aux acheteurs aussi de s'y connecter, etc. C'est un formidable outil pour lui. Okay. Je vais laisser la parole. Christophe, justement, donc une des incidences sur le point de vente, il y a le côté physique, merchandising, intégrer effectivement toutes ces machines connectées, ces bornes intelligentes. Mais c'est aussi aider le vendeur à être plus dans la relation. On sait que malheureusement, il y a une crédibilité vendeur qui est, je vous rapporte au dernier observatoire 7LM, dont la couverture était client-vendeur le divorce carrément. Donc pour que ce soit la couverture de l'observatoire 7LM, c'est que c'est une tendance lourde. Il faut recrédibiliser le vendeur et qu'il soit vraiment actif dans cette connexion. Donc le magasin et le vendeur. Christophe? Alors j'ai essayé de faire synthétique pour laisser un petit peu de place à Thierry. Effectivement, on est assez convaincu qu'on passe d'un merchandising de masse à un merchandising de précision, que le circuit qui était avant obligatoire, le circuit client qui était vraiment obligatoire, va se transformer en différents circuits, différents scénarios de relations qui seraient spécifiques pratiquement à chaque enseigne, voire même à chaque client, de manière à vraiment créer cette proximité. Et finalement, moi je trouve ça un peu rassurant parce que ça va obliger les enseignes à revenir à leur basique, qui est de dire savoir qui on est et comment on le dit, de manière à pouvoir capter des clients. Donc ça veut dire exprimer une marque forte, une vraie identité, des vrais bénéfices. On le voit avec Decathlon qui revient sur le conseil vendeur. C'est nos exactement, choisir les produits les plus pertinents et si possible avoir ses propres produits que personne ne peut avoir d'autres. Decathlon est un exemple génial parce que c'est des gammes très précises, des gammes très techniques, ils expriment bien leurs différences de prix. Enfin, il y a un gros travail en magasin qui est important. Je pense qu'il y aura aussi une simplification et une clarification des emplacements. Dans les années précédentes, on faisait la course aux emplacements et au mètre carré. Je crois que là, on va aller de plus en plus vers des emplacements très très ciblés et beaucoup moins d'emplacements. Quand on voit le travail que fait Apple aux États-Unis, où ils choisissent la gare centrale comme par hasard, où ils aménagent un ancien parking pour sortir un cube de verre, et parce que c'est en haut de la 5e avenue, juste à côté de Central Park, ou le Carousel, ou Opéra, ou plein d'exemples comme ça, c'est vraiment assez typique. Et puis tu disais tout à l'heure, il y a vraiment nécessité à créer un circuit client qui soit surprenant. Il faut que le client ne s'ennuie pas, on s'emmerde dans plein de magasins, vraiment. Et plus le client sera surpris, plus il sera content d'aller faire ses courses, plus il sera fidèle à la marque. On cite Abercrombie, on cite Desigual, enfin on a plein d'images en tête comme ça qui poussent un peu les conventions. Les vendeurs, déjà les considérer, que les marques, les enseignes qui les emploient les considèrent comme non pas du personnel mais des messagers de la marque. Donc il faut les former, il faut les considérer, il faut les fidéliser. C'est vraiment un élément extrêmement important. Et puis le dernier point, c'est le service, la proximité, la relation privilégiée, ce que fait super bien Apple, ce que commence à faire Castorama. J'ai pas vu le magasin qui est ouvert à Beaugrenelle hier, mais il développe tout un tas d'applications, tout un tas de choses très très personnelles et qui sont extrêmement intéressantes. Donc c'est bien parce que c'est compliqué, c'est d'aller sur le net, d'avoir la bonne information. Quand on va en magasin, l'idée c'est de simplifier les choses et on revient aux basiques qui sont d'échanger, qui sont de rencontrer, qui sont de partager une expérience, de prendre du plaisir, de gagner du temps, de gagner de l'argent. Donc tout ça c'est une bonne nouvelle pour le point de vente parce que si vraiment le point de vente fait son boulot, c'est exactement ce qui va se passer et on va être dans l'humain et dans l'échange et dans les vraies valeurs de commerce. Plus il y a de nouvelles technologies, plus on vient au vrai commerce. Mais ouais, mais c'est ça qui est bien. Thierry, en conclusion, parce qu'il nous reste très peu de minutes. En conclusion, en fait, pour faire cette transition, il y a un excellent livre que je vous recommande qui s'appelle Les paradoxes du client dans un monde digital, qui a été écrit par Eric Falk de TNS, de Bearing Point, pardon, qui décrit les trois grandes interactions avec le client, la transaction, la relation et l'expérience. Finalement, la transaction peut se faire maintenant sur tous les supports, elle n'est plus seulement l'apanage du point de vente. La relation, on peut avoir une relation extraordinaire sur Internet, complètement dématérialisée. Je vous donne juste un chiffre.
Amazon.com, pour vous remettre en perspective, Amazon.com fait 34 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 2 fois plus qu'Auchan, 6 fois plus que la Fnac. Bon, c'est un géant de l'Internet mondial qui a tout basé sur sa relation client. Et puis un autre point à propos de l'expérience, parce que finalement c'est ce qui reste au point de vente, cette expérience. On parle de alors, tous les exemples de Nespresso, d'Apple, etc., tout ce qu'on voit de plus en plus de Tesco, de Best Buy. Il s'agit de faire vivre un moment unique à un client. Et puis, je vous recommande un autre livre là-dessus qui s'appelle L'Art de l'Enchantement de Guy Kawasaki, qui est aussi une très très bonne lecture. Et puisque dans l'incidence sur le module magasin, finalement, c'est la transparence du web devra s'appliquer aussi au point de vente, c'est-à-dire les avis des consommateurs, et c'est mon métier, les avis des consommateurs devront être accessibles sur le point de vente par les clients directement sur les produits. Tous les outils du web devront aussi se retrouver dans le merchandising, c'est-à-dire le filtrage collaboratif d'Amazon, c'est-à-dire vous avez acheté, les personnes qui ont acheté ce livre ont aussi acheté cet autre livre, on devrait pouvoir le retrouver en point de vente, et si le point de vente ne le fait pas, le client le fera lui-même. Et tout à l'heure, pourquoi est-ce que je disais du mal de Facebook et Twitter, alors que j'adore ces deux outils? Simplement, c'est que les enseignes, les marques doivent créer leurs propres outils de dialogue, leurs propres outils communautaires, leurs propres plateformes, et pas sous-traiter à une société lointaine des outils de dialogue. Et dernier point, ma conclusion, c'est que la révolution de ce dont on parle du magasin connecté, finalement, c'est une véritable relation culturelle pour beaucoup de gens. Là où en Corée avec Tesco et dans la publicité que vous avez vue, eh bien, on encourage les clients à prendre des photos. Aujourd'hui, allez donc dans une grande enseigne de distribution, et c'est ce que je fais aussi alimentaire, sortez votre téléphone et faites une photo. On se fait virer. Vous avez 1 minute 30 pour qu'une personne de la sécurité vienne vous sortir. Donc, les mêmes qui sortent des applis, quoi. Alors, et les mêmes qui sortent des applications en vous disant téléchargez notre application, sortez donc un téléphone et puis faites une photo d'un produit et vous allez voir ce qui se passe. Donc il y a une révolution dans les mentalités, puis dernière révolution, c'est dans le management, parce que l'exemple de Best Buy par exemple, on voit qu'il y a presque 3000 employés qui peuvent tweeter, donc qui peuvent répondre. Donc c'est d'abord, ça va toucher l'organisation des entreprises. Ici dans la salle, on devrait voir des directeurs ou directrices de ressources humaines, parce que c'est le pouvoir donné au client, mais le pouvoir donné à l'employé de s'exprimer au nom de la marque. Et ça, c'est la prochaine révolution pour un magasin connecté, pour que, comme chez Best Buy, on puisse effectivement, n'importe quel vendeur puisse répondre au nom de la marque vis-à-vis de tous les clients, et puis créer une communauté entre les clients et donc, la marque. En conclusion, ce que je dirais, c'est que pendant des années, les enseignes ont essayé de faire que leur site internet ressemble à leur magasin. On est en train de passer à l'inverse, c'est-à-dire que de plus en plus, il faut que leur magasin ressemble à leur site internet pour être présent. Le deuxième, c'est que ce n'est pas seulement un travail de distributeur, c'est-à-dire que vous, marque, s'il y a des directions marketing et autres ici, c'est que vous devez absolument accompagner vos distributeurs. Ils sont demandeurs, ils sont un peu plus en avance que les marques, j'ai pas peur de le dire, ils sont moins frileux, et les captains de catégorie doivent absolument aborder, même si culturellement c'est pas simple, aborder ce type de sujet. Avant-dernière phrase, le meilleur cas c'est l'appli Amazon aux États-Unis. Ils ont lancé une appli en décembre. Vous allez chez Darty, vous commandez, vous choisissez votre machine à café, vous vous faites conseiller par le vendeur, et vous regardez si cette machine à café est en vente sur Amazon, et si vous la commandez dans les 24 heures sur Amazon, avec bien entendu déjà le prix Amazon qui est un prix bas, si vous le commandez sous 24 heures chez Amazon, il vous fait 5% de réduction. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que le magasin va devenir quelque chose dans lequel on ne fera peut-être plus la transaction. Ça peut devenir le showroom d'un pure player online. Je ne crois pas que ce soit viable d'être ou 100% online ou 100% offline. Le même Amazon ouvre des boutiques en centre-ville. Donc voilà, donc c'est aussi significatif. Et enfin, pour terminer sur le même registre, vraiment le dernier exemple, c'est toujours le même. C'est le pionnier, c'est celui qui a tracé la route, c'est Apple Store, parce que tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, ils étaient là au moment, c'est un lieu d'expérience, c'est un lieu où un vendeur, un conseiller est là si vous en avez besoin, si vous n'en avez pas besoin, il est là, mais uniquement à votre demande. Vous pouvez venir réparer, demander, c'est plus un magasin, c'est des codes d'atelier. J'ai beaucoup aimé en conclusion ce que disait Christophe hier, c'est-à-dire que demain, un magasin, c'est une coque, c'est un peu comme l'iPhone, c'est-à-dire que les iPhones sont tous les mêmes, mais ce qu'il y a à l'intérieur est personnalisé par rapport au processeur.
Ben, un magasin, ça va être un peu ça. C'est-à-dire que la coque va être toujours la même, mais simplement chacun doit pouvoir avoir une lecture différente de ce magasin et s'y retrouver. Et pour moi, Apple, sous réserve de mes amis, reste la référence au niveau architectural, au niveau relation client, au niveau connexion, et en conclusion, c'est le best practice pour moi. On ne peut pas être plus d'accord, c'est un exemple à prendre, c'est pas la voie à suivre. Je pense que les enseignes, les marques doivent trouver leur voie. Les choses ne sont jamais aussi tranchées qu'on imagine. Hein. Il y a 10 ans, on disait que ça serait la fin des hypermarchés, qu'Internet allait tout révolutionner. Or, on voit que la vérité est dans la mixité, la vérité est dans le rebond entre les canaux. Et puis, l'attente du client, c'est la fluidité finalement. Il ne comprend pas que ce qu'on me dit sur Internet soit pas la même chose que dans un magasin, au téléphone et dans toute mon expérience de client. Ce qu'on montre ici, c'est la fluidité, c'est aussi le branding fantastique hein, avec les employés qui ont un t-shirt, tous le même t-shirt bleu, là où certaines enseignes abandonnent leur gilet moutarde et d'autres leur veste rouge. On croit encore beaucoup à la marque ici. Merci, les blogueurs sont bavards, donc pas de questions, mais on est à votre disposition bien entendu pour laisser la place à nos confrères pour la conférence d'après, mais bien entendu on est à votre disposition pour toute réponse. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous.